Et c'est cela, cette quatrième étape, qui va être comment je peux m'y prendre pour faire le plein de mes réservoirs. Quelle clé à mon trousseau vais-je choisir pour ouvrir cette porte fermée, pour trouver une solution pour que j'aille mieux? Dans le monde de la CNV, on parle généralement de la demande, mais on peut mettre d'autres mots aussi. On peut parler de la démarche, de la solution envisagée, des moyens qu'on se donne, des stratégies utilisées, des propositions d'action, des propositions de solutions. Tous ces mots, tous ces concepts qui parlent en fait d'incarner les choses, de rentrer dans du concret, quoi faire pour que ça aille mieux. Donc ça, c'est le pourquoi faire une demande. Pourquoi faire une demande? Pour nourrir nos besoins. À qui faire une demande? À votre avis, quelle est la personne la mieux placée pour satisfaire mes besoins? Moi-même. Donc, se faire une demande à soi. Et puis, il y a un certain nombre de situations où mon besoin n'est pas de faire quelque chose moi-même, ça va être d'avoir une interaction avec l'autre. Donc, ça peut être possiblement faire une demande à l'autre ou aux autres. Et il y a encore une autre possibilité qui est faire une demande à plus grand que moi. Il y a un certain nombre de besoins que nous ne savons pas comment nourrir. Il y a des situations où on est face à des épreuves. Eh bien, est-ce qu'on est démuni face à ces épreuves? On rencontre tous dans nos vies des moments particuliers, des passages difficiles. Eh bien, c'est important. Toutes les traditions du monde ont un mot qui revient le plus souvent dans leur tradition, c'est demander, demander, demandez et vous recevrez. Dans toutes les traditions du monde, il y a cette invitation à faire des demandes. Voilà. Et quand on demande, eh bien, l'univers répond à nos demandes. Donc voilà pour à qui demander. Quoi demander? Quoi demander? Je peux demander à mon chéri d'aller vider les poubelles. Ça s'appelle une demande d'action. Le problème, c'est que quand la situation est un peu tendue entre nous, faire une demande d'action a de fortes chances d'aboutir à un non-recevoir. Par exemple, on vient de se disputer, on vient de se chamailler, je viens de lui dire qu'il m'énervait et que de toute façon, c'était toujours pareil avec lui, qu'on s'en sortirait jamais. Et je lui dis, maintenant tu veux bien vider les poubelles? Il y a des chances qui me disent, même pas en rêve, peut toujours courir, hein, à la vider toi-même. Ok. Ça veut dire que le plus important, c'est de soigner notre relation. Dans la mesure où la relation est saine et harmonieuse, l'autre a envie de participer, de contribuer. Si on lui dit « voilà, je dois partir et en même temps je voudrais ceci, cela, je suis un petit peu stressée, est-ce que tu veux bien m'aider ?» L'autre a envie de m'aider parce qu'il a envie de contribuer à mon bien-être et donc il va répondre à ma demande. Il y a de fortes chances, sauf si lui, il a d'autres impératifs. Le problème, c'est quand la relation est en mauvaise posture. Et là, eh bien, avant de faire une demande d'action, il est important de faire une demande de relation, une demande de lien, une demande de connexion. Ça va être, par exemple, je lui dis, voilà, je suis fâchée parce que tu m'avais dit que tu arrivais à 20h et j'ai préparé le repas pour 20h et tu arrives à 21h. Et là, moi, ça me met en difficulté parce que pendant tout ce temps-là, je n'ai pas pu te joindre sur ton téléphone, tomber sur ton répondeur. Maintenant, comment c'est pour toi? Voilà. Là, j'ai juste dit mon monde. Et je peux aller vers l'autre en lui disant, comment c'est pour toi? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Donc, je m'intéresse à son monde. Et là,
il va pouvoir me parler de son monde. Et là, de nouveau, le lien va se recréer. Voilà. Et là, on est dans des demandes de lien, dans des demandes qui sont au service de la relation. Je ne demande pas de faire quelque chose, je me donne juste des moyens pour renouer un lien qui était en difficulté. Voilà, donc les demandes d'action, d'une part, et les demandes de connexion, d'autre part. Alors, on peut se dire que quand tout va bien, on peut faire beaucoup de demandes d'action, n'empêche que la plupart du temps, il y a à donner la préférence aux demandes de connexion pour être sûr que l'autre est à cœur ouvert pour accueillir ma demande. Donc, on va soigner le lien en parlant de l'autre et de soi, en posant une question sur son monde et en lui demandant s'il a bien compris ce qui se joue pour moi. Et puis, dernière question, comment demander? Alors, je vous propose l'image d'une fleur. Donc, nous avons l'image d'une fleur avec des pétales. Et chaque pétale, c'est un petit ingrédient pour faire une demande de telle sorte que ma demande ait le plus de chances possible d'être reçue à cœur ouvert par l'autre. Donc le premier critère, ça va être faire une demande claire. Je peux dire « Ah, il fait chaud ici. Ouf, ou ça sent mauvais. Ou ah, la soupe n'est pas salée. » Et puis c'est tout. Et alors l'autre, s'il a bien été dressé, il va ouvrir la fenêtre, il va courir aller me chercher le sel, voilà. Mais je n'ai pas fait une demande claire. Donc qu'est-ce que je fais quand je me comporte de cette manière? J'induis une demande sans faire une demande. Or, à quel âge est-ce légitime d'obtenir qu'on nous aide sans qu'on ait fait une demande? C'est chez les bébés. Donc en fait, quand je parle comme ça, je demande à l'autre de me materner. Donc je me place dans une position infantile et je demande à l'autre de faire des choses que je ne lui ai même pas demandées. Et ça pose problème, parce que nous voulons assumer la responsabilité de nos demandes. Donc faisons des demandes claires. Ainsi, au lieu de dire « la soupe n'est pas salée », je pourrais dire « est-ce que tu veux bien me passer le sel ?» Là, ça suffit de dire ça, il n'y a pas besoin de dire nos besoins. Hein. On ne va pas dire « voilà, j'ai besoin de manger suffisamment salé, est-ce que tu serais d'accord de ?» On va parler simplement. Deuxième critère, faire des demandes concrètes et précises. Hein. Si je dis à mon chéri, je voudrais que tu m'aimes plus. Ah, dans la panade. Ça veut dire quoi? Si je lui dis, écoute, là j'ai eu une grosse frayeur, là je viens de vivre un truc, j'ai une grosse frayeur. Est-ce que tu peux juste me prendre dans tes bras et rien dire et me serrer très fort? Eh bien là c'est concret. L'autre, il sait, voilà, il a une... Ça ne met pas la barre trop haut, ça il peut faire. Et donc, je vais obtenir satisfaction parce que j'ai demandé quelque chose de concret. Le troisième critère, une demande positive. Imaginez que vous allez à la boulangerie et vous demandez à la boulangère, alors je ne voudrais pas un petit pain, je ne voudrais pas de croissant, et je ne voudrais pas non plus de pain complet. Elle risque de me dire, ça irait plus vite si vous me disiez ce que vous voulez, plutôt que ce que vous ne voulez pas. Eh bien, c'est pareil dans nos relations. Nous avons plus de chances d'obtenir satisfaction si nous disons tout de suite ce que nous souhaitons, plutôt que ce que nous ne souhaitons pas. En plus, alors surtout avec les enfants, il est bon de savoir que l'inconscient n'entend pas la négation. Donc il entend ce qu'on dit. Vous dites à un enfant,
attention, ne renverse pas le plateau avec les verres. Il est là, et lui, il entend renverser plateau, verre. Donc vous augmentez le risque qu'il fasse tomber les verres. C'est curieux, hein, mais ça, c'est vraiment des choses que les neurosciences nous apprennent maintenant. Et donc, on peut vérifier. Le 4e critère, c'est réalisable à petits pas. Quand je mets la barre trop haut, ça me décourage et je risque de ne même pas commencer à monter le premier échelon de mon échelle. Si vous dites à vos enfants, vous rangez toute la chambre, ben oui, mais ils ne savent pas par où commencer. Si vous leur dites, vous mettez vos Legos dans le panier et les billes dans le sac de billes, voilà, c'est précis, c'est réalisable et on ne va pas leur demander des choses qui sont au-delà de leurs moyens. Et pour nous, c'est la même chose. Si nous mettons la barre trop haut, nous risquons de ne même pas commencer. Ça nous décourage. Voilà, moi si je me dis je vais ranger toute ma cave, je ne la rangerai pas. Ensuite, 5e critère, situé dans le temps. Si vous dites à votre enfant, je voudrais que tu débarrasses la table, là, avec tes affaires, tes jouets, mais que je ne précise pas, ben lui, dans sa tête, il va dire, ouais, je vais faire ça, non, pas maintenant, bon, je le ferai après, oui, oh, je ne l'ai pas fait, je le ferai demain. Alors que si je donne un cadre, je lui donne des repères. Je lui dis, voilà, je voudrais que tu le fasses avant qu'on parte, c'est-à-dire avant une demi-heure. Et je te mets là, tu vois, il y a la flèche là, il faut que ce soit fait avant que la grande aiguille soit à tel endroit. Ah, ben là, il a... Et puis je lui dis, t'es d'accord, tu peux le faire avant ce moment-là? Et s'il dit oui, voilà, il a un repère, ça va augmenter les chances qu'il aille jusqu'au bout de ce qu'il a à faire. Autre critère, avec un point d'interrogation au bout. Si je vous dis, ben écoute, je voudrais que tu ailles accrocher le linge. J'aimerais beaucoup que tu ailles accrocher le linge. Je le dis comme ça. Ou alors je dis, est-ce que tu pourrais accrocher le linge? Qu'est-ce que vous sentez dans une question à l'affirmative ou une question à l'interrogative? Vous sentez une différence? Dans l'interrogatif, on a un choix. Or, l'être humain, il a toujours besoin de pouvoir choisir. Donc, ce besoin de liberté, il va pouvoir l'exercer en se posant la question, est-ce que je veux le faire? Est-ce que je ne veux pas le faire? Est-ce que je suis prêt à le faire? Est-ce que je ne suis pas prêt? Et à ce moment-là, s'il dit oui, eh bien, vraiment, il s'engage avec son cœur. Et c'est ça l'intention de Marshall Rosenberg, c'est de voir comment nous pouvons inviter l'autre à faire les choses avec son cœur. Et pas parce que c'est un bon petit soldat dressé qui a peur de la punition ou qui se laisse happer par la perspective de la récompense. Mais juste parce qu'il a envie de contribuer et puis que ça fait partie de la vie ensemble, de s'entraider. C'est normal de nous entraider. Et le dernier critère, c'est le critère négociable. Alors, qu'est-ce qu'une demande négociable? Vous avez une idée? Une demande négociable, c'est ça, c'est une demande qui inclut la possibilité que l'autre me réponde non. Pas parce que c'est un méchant, mais juste parce que il n'a pas le temps, ou que là, c'est pas le moment, ou que c'est pas trop son truc. Mais le fait de savoir que la demande que je fais est négociable rassure l'autre sur le fait que je ne donne pas des ordres. Et donc, lui peut faire les choses à partir de son élan du cœur de contribuer. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va jamais donner d'ordre ou on ne va faire que des demandes négociables? Ben non, parce que dans la vie, il y a des situations où les ordres sont nécessaires et les demandes ne sont pas négociables. Dans quel genre de situation, à votre avis? Un feu rouge,
une urgence, ça veut dire, en gros, le feu rouge, ça veut dire la sécurité. Hein, et donc, il y a un danger. Là, on ne va pas dire, mon chéri, quand je vois le camion arriver, je suis inquiète parce que j'ai besoin d'être rassurée pour ta santé. Est-ce que tu veux bien me donner la main? Là, il est déjà mort. Hein. Là, je lui dis, tu restes là et tu me donnes la main. Tu regardes le petit bonhomme vert, là, et seulement le petit bonhomme rouge, et quand il passe au vert, on traverse. Et là, et on regarde à droite, à gauche, et on y va. Et ça, c'est un ordre. Là, on ne discute pas là-dessus. C'est clair, ce n'est pas négociable. L'autre situation pour laquelle il peut y avoir des ordres, et c'est juste qu'il y en ait à ce moment-là. Vous avez une idée? C'est quand, donc le danger, ça c'est une chose, et l'autre, c'est quand il y a une urgence. Imaginez, vous êtes un chef d'équipe, vous êtes un patron, et vous dites à votre équipe, voilà, nous avons une commande qui doit partir à telle heure, le client vient la chercher à telle heure, et là, on n'est pas prêt, les gars. On n'est pas prêt. Alors, je vous demande à tous d'arrêter ce que vous faites, de plancher sur ce sujet-là pour que la commande parte. Il y en a un qui va dire « Ah oui, mais moi j'ai… » Non, là, je suis désolée, il y a des moments où c'est vous qui décidez, là, c'est moi qui tranche, on arrête tout ce qu'on est en train de faire et on se met tous à ce travail-là. Là, il y a un impératif, il y a une urgence qui fait que tout le monde va comprendre que là, ce n'est pas le moment de discuter. Le problème, c'est quelqu'un qui agirait de manière hiérarchique en donnant toujours des ordres et en posant des exigences. Là, ça ne va plus passer parce qu'il va y avoir de la rébellion, on en a marre, c'est des relations de pouvoir, ce n'est pas ça qu'on veut. Dans la mesure où c'est ponctuel, où c'est exceptionnel, là, on se dit, oh, là, il y a vraiment une urgence. Alors, s'il nous donne un ordre, on n'est pas habitué à ça, là, on y va. On fait confiance que c'est justifié. Alors, ça ne veut pas dire que tout est négociable. Il y a des choses pour la vie commune qui sont de l'ordre de choses qu'on va mettre en place et qui font partie du cadre, qui font partie des accords. Et ces accords, ils ne sont pas à renégocier toutes les 5 minutes. Et c'est là où c'est intéressant, quand les enfants sont suffisamment grands, de décider ensemble, de leur dire, voilà, il y a des enjeux, il y a ceci, il y a cela, comment on pourrait le vivre au mieux. Par exemple, pour partir à l'école, il y en a un qui doit être là à telle heure, s'il arrive en retard, il doit aller chez le directeur, c'est compliqué, donc on n'a pas envie qu'il soit en retard. Et donc, comment on peut faire pour qu'il n'ait pas tout ce circuit à faire quand il y en a un qui est parti plus longtemps, hein, dans le cas d'une fratrie. Il y a les petits, par exemple, ben, il faut leur faire comprendre, c'est important de leur faire comprendre qu'il y a un impératif. Et on peut leur dire, est-ce que tu comprends que là, ton grand frère, il va être embêté si on ne fait pas les choses dans l'ordre. Et à ce moment-là, on peut fixer des règles. Et là, on arrive au cadre. Et le cadre, une fois qu'il est posé, une fois qu'il est compris, qu'il est accepté, qu'il est posé, où il y a eu acquiescement de tout le monde, alors à ce moment-là, ça devient un cadre solide. Et un cadre solide, il est important qu'il reste solide et qu'il ne fasse pas ça dès qu'il y en a un qui essaye de le faire ployer. Hein. Ça, on verra en module 3, toute l'importance du cadre. Parce que malheureusement, souvent, il y a des gens qui croient que le monde de la bienveillance, c'est bisounours, chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Eh bien non, pas du tout. C'est pas du tout ça dont il s'agit. Ça veut dire que être bienveillant, ça veut dire qu'on ne va pas imposer les choses par la force, mais on va le dire de telle manière qu'on obtient l'accord du cœur de tous ceux qui sont concernés par cette mise en place d'un cadre. Et une fois que le cadre est posé, alors il est solide. Et si on veut le renégocier, le remettre en question, eh bien on peut avoir, par exemple pour la famille, ou
pour une équipe, on peut avoir un papier de doléances. On dit, voilà, moi, il y a telle chose qui ne va pas, il y a telle chose qui ne va pas, il y a telle chose qui ne va pas. Et au moment où il va y avoir une rencontre d'équipe ou un conseil de famille, on va reprendre les points qui posent problème pour que tout le monde puisse entendre la difficulté et qu'on puisse trouver ensemble une solution qui soit acceptable par tout le monde. Et là, on rentre dans des relations de coopération. C'était vraiment ça, cette idée de Marshall Rosenberg. L'être humain a un cœur et son humanité fait qu'il a le goût de contribuer au bien-être des autres. Si on ne lui met pas des choses comme ça qui le font réagir et qui le mettent dans la peur, naturellement, spontanément, il a l'élan de contribuer et de contribuer à l'harmonie du nous, du groupe, et pas à être juste centré sur son jeu. Voilà, enfin, toutes ces choses-là, on continuera à les travailler dans la suite de la formation.